So 3, 2, 1. Bonjour. Hold on, it went back to your, hold on, that didn't work. Hold on. 3, 2, 1. Bonjour. Je suis professeur Diomandé Moïnou Isidore, professeur d'anatomie pathologique au CHU de Cocody en Côte d'Ivoire. Et je vais parler ce jour de l'évaluation externe de la qualité, en abrégé EEQ. Le propos va suivre le plan ci-après. Après un chapitre de généralité, nous verrons les différents types d'EEQ. Ensuite, les bénéfices que l'on peut tirer de l'EEQ, les caractéristiques de l'EEQ, le test de capacité et les autres méthodes d'EEQ. Puis nous terminerons par le processus de gestion de l'EEQ et un résumé avec des messages clés. Les objectifs de ce cours sont les suivants. À la fin de ce module, les participants seront en mesure de discuter l'importance de l'évaluation externe de la qualité dans l'amélioration de la qualité des résultats d'analyse, de décrire au moins 3 méthodes d'EEQ ainsi que leurs avantages et inconvénients, et d'ébaucher une méthode afin d'investiguer un résultat incorrect d'un échantillon d'EEQ. La situation qui pourrait se poser, c'est celle d'un nouveau superviseur, par exemple, qui est nommé au laboratoire, qui a commencé à revoir les résultats antérieurs d'EEQ et observe que la performance des colorations de grammes, par exemple, a été mauvaise plusieurs fois. Comment le laboratoire devrait-il investiguer ce problème? Nous espérons répondre à cette interrogation à travers cet enseignement. Dans les généralités, nous dirons aussi que c'est un rappel sur le système de gestion de la qualité au laboratoire qui comporte 12 points essentiels, à savoir l'organisation, le personnel, les équipements, les approvisionnements, le contrôle des processus, la gestion de l'information, les documents et registres, la gestion des problèmes, l'évaluation, les processus d'amélioration, les services aux clients et les bâtiments et sécurité. Ce système-là fonctionne sous, disons, le modèle de la roue de Deming, à savoir planifier, plan, do, act, check. Planifier, faire, agir, contrôler et agir. Donc, l'évaluation va être un élément important dans la mise en œuvre de ce système de management. Et en dehors de l'évaluation et de l'audit dont nous avons parlé au cours précédent, un autre mode d'évaluation du système de gestion de la qualité, c'est l'évaluation externe de la qualité. Cette évaluation externe de la qualité peut se définir comme un système qui sert à vérifier objectivement la performance des laboratoires en utilisant une agence ou des installations externes. Cette évaluation externe, EEQ, va permettre de comparer les analyses des laboratoires à une référence externe, permettant ainsi de comparer les analyses d'un groupe de laboratoires similaires ou d'estimer les performances d'un laboratoire de référence. Alors, pour pouvoir atteindre ces différents objectifs, jouer ces différents rôles, l'EEQ aura plusieurs modalités.
les différents types d'EQ sont représentés essentiellement par les tests de capacité, le recontrôle et la relecture, l'évaluation sur site. Il existe un quatrième mode d'évaluation externe de la qualité qui est l'échange d'échantillons. Ceci est exceptionnel, ça se voit dans les cas où des laboratoires sont très spécialisés et donc ne peuvent pas utiliser les autres méthodes. Si nous présentons brièvement ces différents types d'évaluation externe de la qualité, nous dirons que le test de capacité, appelé en anglais Proficiency Testing, se fait dans le cas où un fournisseur externe envoie des échantillons inconnus à un laboratoire ou à plusieurs laboratoires et les résultats de tous les laboratoires sont analysés et comparés avec l'envoi d'un rapport. Donc ici, c'est le fournisseur externe qui va envoyer les échantillons inconnus du laboratoire et les résultats vont être comparés entre les différents laboratoires. À côté des tests de capacité qui sont les méthodes les plus fréquentes, les plus utilisées d'évaluation externe de la qualité, nous avons le recontrôle et la relecture qui consiste à la relecture de l'âme, par exemple, ou au retesting d'échantillons par un laboratoire de référence pour pouvoir évaluer le travail du laboratoire dans lequel ces lames ou ces échantillons ont été déjà techniqués et analysés. Ensuite, nous avons l'évaluation sur site qui peut se faire si les autres méthodes ne peuvent pas être appliquées. Nous verrons aussi que c'est une technique qui nécessite beaucoup de moyens et qui n'est pas toujours utilisée. Enfin, nous avons dit que l'échange d'échantillons entre des laboratoires très spécialisés est possible dans des situations où il n'y a pas de test de capacité. Mais ceci n'est pas l'objet de notre enseignement. Une fois que ces tests ont été brièvement présentés, ces différents types d'EQ ont été brièvement présentés, que pouvons-nous dire des bénéfices que l'EQ peut apporter au laboratoire? La mise en place d'une évaluation externe de la qualité permet de comparer les performances et résultats de différents laboratoires. Performances et résultats de différents laboratoires. Ça permet aussi de faire une première alerte, un premier avertissement sur les problèmes systématiques liés à des kits ou à des pratiques dans le laboratoire et qui donc devraient interpeller la direction du laboratoire pour prendre des mesures correctives. Un des bénéfices aussi de l'EQ, c'est que l'EQ va permettre d'apporter des preuves objectives de la qualité des analyses effectuées dans le laboratoire. L'EQ va identifier aussi les domaines ayant besoin d'être améliorés et bien sûr, à partir de là, les besoins en formation au niveau du personnel. Les bénéfices de l'évaluation externe de la qualité vont dépendre dans une large mesure des objectifs du laboratoire. En effet, on peut distinguer deux grands groupes, deux grands types de laboratoires. Des laboratoires qui ont des objectifs de laboratoire,
de réalisation d'examens, même des objectifs de gain. Et puis les laboratoires qui ont des objectifs orientés santé publique. Donc, les bénéfices vont être différents selon le type de laboratoire. Si l'EQ a des objectifs orientés laboratoire, il va permettre de mettre en évidence la fiabilité des résultats. La fiabilité des résultats. Ensuite, l'identification de problèmes dans les pratiques du laboratoire. L'EQ va permettre aussi de prendre des mesures correctives en cas de problème, d'évaluer la fiabilité du matériel, de l'équipement et des méthodes de travail dans le laboratoire, évaluer et contrôler l'impact des formations. L'EQ va être aussi obligatoire. Elle est requise pour l'accréditation. C'est une exigence de la norme ISO 1589, version 2012, dont la nouvelle version 2022 a été publiée. Donc ici, cette norme rend obligatoire l'évaluation externe de la qualité pour tout laboratoire qui veut aller à l'accréditation. L'EQ va aussi permettre la création d'un réseau de communication entre le laboratoire, ce qui va aboutir à l'élargissement ou à la création d'un réseau national de laboratoires le plus souvent. Et enfin, l'EQ va permettre la mise en place d'activités de formation continue au niveau des laboratoires. Pour les EQ qui ont un objectif orienté santé publique, l'EQ va permettre de s'assurer que les résultats des différents laboratoires sont comparables. Ceci a une importance en santé publique pour la surveillance des maladies, la surveillance épidémiologique, puisque les décideurs ont besoin d'avoir des labos qui ont des résultats identiques par rapport aux tests qui sont demandés et qui sont faits. Outre ces bénéfices de l'évaluation externe de la qualité, il faut dire que la réalisation d'une évaluation externe de la qualité révèle plusieurs caractéristiques. Ces caractéristiques vont de la confidentialité au caractère gratuit ou payant de l'évaluation externe de la qualité, le caractère obligatoire ou volontaire, l'étendue qui peut être régionale, nationale, internationale, le sujet de l'évaluation qui peut être unique ou multiple et l'intérêt de reconnaissance de cette évaluation externe de la qualité. Nous allons passer en détail ces différentes caractéristiques. En effet, les programmes d'évaluation externe de qualité peuvent être soit gratuits, soit payants. Les programmes gratuits sont généralement offerts par un fabricant pour s'assurer que son équipement fonctionne correctement. Ou aussi, ces programmes peuvent être organisés par un programme régional ou national qui vise à l'amélioration de la qualité des prestations de laboratoire. Certains programmes d'évaluation externe de qualité sont obligatoires
soit parce qu'ils sont requis par une agence d'accréditation, soit parce que la loi du pays rend obligatoire d'avoir un programme d'évaluation externe de la qualité dans son laboratoire. D'autres programmes sont volontaires et le responsable de qualité, à ce moment-là, peut choisir d'y participer dans le but d'améliorer la qualité des performances de son laboratoire. Le programme 2Q peut aussi être organisé à différents niveaux, soit au niveau d'une région, soit au niveau national, soit au niveau international. Il existe des programmes d'évaluation de la qualité à ces différents niveaux. Les résultats du laboratoire sont confidentiels et généralement ne sont connus que du laboratoire participant et du fournisseur de l'évaluation externe de la qualité. Et généralement, un résumé est fourni et permet de faire des comparaisons dans le groupe de laboratoire qui a participé à l'EEQ. Nous pouvons noter aussi que certains programmes d'EEQ peuvent ne s'intéresser qu'à une seule maladie. Par exemple, le programme d'EEQ pour la tuberculose, ça ne s'intéresse qu'à une seule maladie. D'autres peuvent s'intéresser à plusieurs types d'analyses en contrôlant, par exemple, toutes les analyses de microbiologie. En France, nous avons le programme national d'EEQ en microbiologie qui est obligatoire et qui est un programme multimaladie ou multi-analyse. Enfin, il faut savoir que le succès à une évaluation externe de la qualité représente la reconnaissance de l'efficacité de la gestion de la qualité au laboratoire par des groupes et des personnes extérieures, ce qui va rejaillir évidemment sur le fonctionnement du laboratoire et nous allons dire sa notoriété au niveau national ou régional ou international. En fait, un des points importants, c'est que l'évaluation externe de la qualité, comme aussi on l'avait vu, l'audit, est importante pour l'amélioration continue, pour l'amélioration du laboratoire. Et elle constitue une mesure des performances du laboratoire. Voilà, donc, après ces différentes caractéristiques de l'EEQ, nous allons aborder maintenant les différentes méthodes d'évaluation externe de la qualité, en commençant par les tests de capacité ou proficiency testing. Alors, il existe plusieurs définitions de ces tests de capacité, des définitions normatives, plus souvent. Alors, la norme ISO, dans son guide 43.1 de 1997, définit l'évaluation de la qualité comme des programmes de contrôle d'efficacité, tests de capacité, qui sont des comparaisons interlaboratoires organisées régulièrement pour évaluer la performance des laboratoires d'analyse et la compétence du personnel. Donc ici, le but est d'évaluer la performance des laboratoires d'analyse et bien sûr la compétence du personnel.
La CLSI, Clinical and Laboratory Standard Institution, définit les tests de capacité comme un programme dans lequel de nombreux échantillons sont périodiquement envoyés individuellement à un groupe de laboratoire pour y être analysés et ou identifiés, puis dans lequel les résultats de chaque laboratoire sont comparés à ceux des autres et ou à une valeur assignée. Un rapport est envoyé aux laboratoires participants et aux autres. Donc ici, il y a plusieurs laboratoires qui participent à ces tests de capacité, plusieurs échantillons qui sont envoyés pour être analysés et ensuite les résultats vont être comparés entre les différents laboratoires. Le processus de test de capacité va se dérouler comme suit. Tout d'abord, il y a un organisateur des tests de capacité qui va donc envoyer des échantillons au laboratoire. Ces organisateurs peuvent être des organisations spécialement constituées pour ces tests de capacité. Ils peuvent aussi être des laboratoires de référence, des agences gouvernementales de santé ou des fabricants. Ces fabricants vont donc envoyer régulièrement des échantillons aux laboratoires qui participent à l'évaluation externe de la qualité. Alors, généralement, on dit que c'est plusieurs échantillons, environ 3 à 4 fois par an. Les échantillons vont être envoyés au laboratoire pour analyse. Alors, une fois que les laboratoires ont analysé les échantillons, ils font le retour des résultats à l'organisateur et ces résultats vont être évalués par l'organisateur. Cette évaluation va aboutir à la production d'un rapport de performance de test de capacité, lequel rapport est renvoyé au laboratoire qui le réceptionne, qui l'analyse et ensuite va mettre en œuvre des actions correctives. Donc voilà comment se déroule le processus de test de capacité ou proficiency testing. Dans ce processus, le laboratoire a plusieurs rôles. D'abord, selon la norme ISO 1589, le laboratoire reçoit des échantillons qui doivent être d'abord techniqués et analysés comme les échantillons des patients du laboratoire et avec le même personnel. Il n'est pas question d'utiliser des échantillons et des techniques différentes, des techniques d'analyse différentes entre l'échantillon du testing et les échantillons qui viennent régulièrement dans le laboratoire. L'autre élément important, c'est que les laboratoires qui participent à ces tests-là, en principe, ne doivent pas communiquer entre eux. Il n'y a pas de discussion interlaboratoire. Et dans certaines évaluations, les fournisseurs de tests envoient souvent des tests différents aux différents laboratoires pour éviter les interactions entre les laboratoires. Les travaux des laboratoires, les analyses vont aboutir à un rapport, comme nous l'avons dit, qui est envoyé aux
au fournisseur et le rapport final du testing reçu au laboratoire va être à l'origine de mesures d'amélioration. C'est vraiment l'intérêt de faire l'évaluation externe de la qualité, c'est pour pouvoir aboutir à à mettre en place des processus d'amélioration au niveau du laboratoire. Sinon, ça ne sert à rien de s'engager dans une évaluation externe de la qualité. Ainsi, pour réussir une évaluation externe de la qualité, il faut que les instructions du fournisseur, les instructions des tests de capacité doivent être soigneusement suivies. Les formulaires remplis avec précision et les résultats soumis à temps, c'est-à-dire le temps qui a été précisé pour l'enquête ou bien le travail doit être totalement, rigoureusement respecté. Et tous les résultats de tests de capacité ainsi que les mesures correctives doivent être enregistrés et l'enregistrement conservé pendant une période de temps appropriée. Ces périodes de temps sont déterminées par les référentiels. Il n'y a pas de différence, il ne doit pas y avoir de différence de traitement entre les échantillons du test et ceux des patients. Les organisateurs font tout leur possible pour que les échantillons ressemblent exactement ou soient très proches des échantillons des patients. Et on l'a dit tout à l'heure, enfin précédemment, les échantillons des tests de capacité doivent être traités par l'art ou les méthodes d'analyse normales et par le personnel normalement en charge de ces analyses. Et point fondamental, l'information provenant d'une participation à un programme de test de capacité doit conduire à une amélioration au laboratoire, sinon ce n'est pas la peine de s'engager dans cette activité. Ces tests de capacité ont néanmoins des limites. Ils ont des limites. Il faut savoir que les résultats sont affectés par des variables non liées aux échantillons. Les variables non liées aux échantillons des patients. Par exemple, la préparation de l'échantillon, l'effet de matrice, c'est-à-dire l'influence que peuvent avoir les éléments contenus dans l'environnement de la réaction chimique, qui fait que souvent dans les procédures, les protocoles chimiques, il est prévu de mettre en place ou bien d'introduire dans le processus des éléments qui vont bloquer cet effet de matrice. Il faut aussi savoir qu'un programme de test de capacité ne détectera pas tous les problèmes du laboratoire et il ne détectera pas les problèmes liés aux procédures pré- et post-analytiques. Généralement, le pré-analytique se passe en dehors du laboratoire, de même que les procédures post-analytiques les problèmes posés par ces procédures post-analytiques peuvent ne pas être détectés par l'EQ, surtout dans sa variété de tests de capacité. Nous l'avons dit, le test de capacité est
le test le plus souvent effectué, mais d'autres méthodes d'EQ sont utilisées pour l'évaluation externe de la qualité. Nous pourrons parler tout d'abord de la réanalyse et du recontrôle. Dans ce cas, un laboratoire périphérique va réaliser un certain nombre d'analyses et ces analyses vont être envoyées au laboratoire de référence pour un recontrôle. Il peut s'agir, par exemple, de lames microscopiques qui sont envoyées dans le laboratoire de recontrôle de référence pour pouvoir recontrôler les diagnostics. Ceci se voit, par exemple, dans les diagnostics utilisant les tests rapides de VIH. Dans ce cadre-là, il faut savoir que la réanalyse est effectuée par le laboratoire de référence. Elle est pratiquée sur des taches de sang sèche ou sur des sérums, c'est le parlant du VIH. C'est une réanalyse, c'est une technique qui est pratiquée, qui n'est pas pratiquée en aveugle. Ça veut dire que le technicien qui va revoir ces lames-là connaît les diagnostics antérieurement faits. Et le nombre d'échantillons doit être statistiquement significatif. Il faut qu'il y ait beaucoup d'échantillons pour qu'on puisse en tirer des conclusions statistiquement valables. Le test de réanalyse peut cependant utiliser un test d'analyse différent du premier test pour pouvoir évidemment vérifier si le premier test a été bien fait et son résultat était valable. Et comme nous l'avons dit, cette réanalyse-là a été utilisée en premier pour les tests rapides du VIH. Il existe un guide complet sur les tests statistiques utilisables dans le cas des réanalyses qui a été développé par l'OMS et le CDC, donc qui est disponible. C'est le Guidelines for Assuring the Accuracy and Reliability of HIV Rapid Testing, Applying a Quality System Approach, ou en français, Guide pour assurer la justesse et la fiabilité des tests rapides du VIH, application d'une approche basée sur les systèmes de qualité. En ce qui concerne le recontrôle, il a été fait en premier pour les lames de tuberculose. Ainsi, la différence avec la réanalyse, c'est que les échantillons sont choisis au hasard. Les échantillons sont choisis au hasard. Il faut éviter les biais, parce qu'il faut éviter les biais d'échantillonnage systématique, comme on a vu dans la réanalyse. Et pour la validité des restes statistiques, généralement, on examine 10% de lames négatives et 100% de lames positives. En cas de recontrôle, il faut prévoir des procédures de résolution de désaccords. Il faudrait qu'une communication s'installe entre le laboratoire qui a envoyé les prélèvements et le laboratoire de référence pour souvent revoir les lames et se mettre d'accord sur les diagnostics. Le recontrôle nécessite une rétro-information complète et rapide pour pouvoir mettre en œuvre les résultats. Ici, nous montrons la comparaison de relecture
pour la recherche de bacilles acido-alcoolo-résistants sur des lames choisies en ouvert et sur des lames sélectionnées de façon aléatoire en aveugle, pour voir effectivement l'intérêt de la réanalyse ou du recontrôle. On voit ici que sur les échantillons qui avaient été regardés sans choix aléatoire et non aveugle, en 1998, vous voyez que la sensibilité et la spécificité des tests sont pratiquement identiques et élevées. Mais par contre, lorsque l'échantillon est aveugle et aléatoire, il apparaît plus intéressant puisque la spécificité persiste alors que la sensibilité a diminué. Ça veut dire que lorsqu'on fait un échantillonnage aveugle et aléatoire, on a plus de chances d'avoir des tests vrais ou positifs ou vrais que lorsque on prend tous les prélèvements sans un choix aléatoire. La spécificité étant la capacité à détecter les vrais positifs parmi les tests. Donc la sensibilité des tests détecte tout ce qui est positif. Une autre méthode, une troisième méthode qui est utilisée aussi dans l'évaluation externe de la qualité, après les tests de capacité, la relecture et le recontrôle, c'est l'évaluation sur site. L'évaluation sur site, elle permet d'obtenir une image réaliste des pratiques du laboratoire. Ici, il s'agit de faire venir un groupe extérieur qui vient sur place pour faire l'évaluation externe. Il s'agit ici donc de fournir une assistance dans des domaines qui posent un problème au laboratoire, de mesurer les manquements et les déficiences dans les différents processus. Et cette évaluation sur site permet de recueillir aussi les informations qui vont être utilisées pour la planification, pour mettre en œuvre des formations et mettre en œuvre des actions correctives au niveau du laboratoire. L'évaluation sur site se déroule de façon périodique et les équipes venues de l'extérieur viennent périodiquement voir ce qui se passe au laboratoire et puis ensuite évaluer l'évolution des mesures correctives. Ce tableau compare les performances d'un laboratoire, des laboratoires avant et après le contrôle sur site. Alors, lorsque on regarde à gauche la checklist, on voit que, par exemple, en ce qui concerne l'absence de pots à sable dans le laboratoire, avant la visite sur site, 96% des cas étaient concernés et après la visite, ce taux a baissé à 27%. Il n'y a pas de décontamination des crachats avant la visite. On était à 60% et après la visite, on descend à 23%. L'absence de désinfectants, 31% des cas avant la visite, 4% après la visite. C'est pour montrer ici que ces visites-là jouent un rôle important dans la performance des laboratoires.
Alors, si on compare les tests de capacité et le recontrôle, on voit que pour la comparaison interlaboratoire, ces deux tests sont importants. Pour l'usage d'échantillons simulés, ceci n'est pas fait dans le recontrôle. Les échantillons vrais sont utilisés dans les deux types de tests, mais on peut utiliser des échantillons simulés aussi dans les tests de capacité. En ce qui concerne le temps et les ressources nécessaires, le recontrôle prend plus de temps et de ressources que les tests de capacité. Et en ce qui concerne les analytes évaluées, beaucoup sont utilisés pour les tests de capacité et peu pour le recontrôle. La participation à une évaluation externe de la qualité est recommandée selon la norme ISO 15189, est recommandée pour tous les laboratoires et elle est requise pour les laboratoires qui veulent aller à l'accréditation. Donc, normalement, dans le fonctionnement d'un laboratoire, il faudrait faire des évaluations externes de la qualité. Mais si en plus vous voulez aller à l'accréditation, vous êtes obligé de participer à une évaluation externe de la qualité avant d'aller à l'accréditation. Nous venons de voir les différentes méthodes utilisées pour l'évaluation externe de la qualité, les tests de capacité, la réanalyse et le recontrôle, la visite sur site. Maintenant, nous allons aborder le processus de gestion de l'évaluation externe de la qualité. Ce processus de gestion va prendre en compte un certain nombre d'éléments, traiter et analyser les échantillons qui viennent pour l'EEQ. Et on l'a déjà dit, il faut traiter ces échantillons d'EEQ comme ceux des patients normaux qui viennent au laboratoire. Il faut enregistrer toutes les activités, investiguer les déficiences, prendre des mesures correctives et communiquer les résultats. En fait, l'intérêt de s'engager dans une évaluation externe de la qualité, c'est de pouvoir mettre en place des actions correctives, comme on le voit aussi dans l'audit. Alors, pour accomplir ce processus de gestion-là, il y a plusieurs éléments qui rentrent en ligne de compte. D'abord, des procédures devraient être développées dans le laboratoire. Premièrement, pour le traitement des échantillons. Ces procédures doivent être notées sur un registre ou un carnet, traitées de façon correcte et stockées si besoin en vue d'une utilisation future. Pour l'analyse des échantillons, il faut vérifier que les échantillons de l'EEQ puissent être analysés par le personnel sans qu'ils soient reconnus. Et utiliser, comme on l'a dit, les tests en aveugle, c'est-à-dire que le technicien ne devrait pas connaître le diagnostic antérieurement fait. Il faut enregistrer toutes les activités. Ça revient à conserver les registres de tous les rapports d'analyse de EQ pendant un temps défini, de manière à ce que l'amélioration des performances puisse être mesurée. Investiguer les déficiences pour tout résultat pour lequel les performances ne sont pas acceptables.
voir quelles sont les causes de ces déficiences. Et pour cela, il y a plusieurs outils qui peuvent être utilisés. Donc, on a vu aussi lors du cours sur l'audit que pour résoudre des problèmes, on peut utiliser le diagramme en arrêt de Poisson, la technique des 5M, etc. Les mesures correctives doivent être prises lorsque les performances ne sont pas acceptables. En effet, le but de l'EQ est de permettre la détection de problèmes au laboratoire et par conséquent de fournir des opportunités d'amélioration. Donc, ces mesures correctives, nous le rappelons aussi, doivent faire l'objet d'un plan, d'un calendrier avec nomination des responsables et ensuite un rapport de mise en œuvre de ces mesures correctives. Les résultats doivent être communiqués à tout le personnel et à la direction. Les résultats de l'évaluation externe de la qualité doivent être donc, communiqués à tout le personnel et à la direction. Il peut y avoir des problèmes de performance des évaluations externes de la qualité. Ces problèmes vont se situer à tous les niveaux du processus de réalisation au niveau du laboratoire, c'est-à-dire depuis la gestion de l'échantillon, c'est la phase pré-analytique, jusqu'à l'analyse et à la phase post-analytique, avec fourniture du rapport aux fournisseurs de tests de capacité. À la phase pré-analytique, on peut avoir un certain nombre de problèmes qu'il faut investiguer. L'échantillon a pu être abîmé pendant sa préparation, son transport, ou après sa réception au laboratoire, ou à cause d'un stockage impropre ou d'une mauvaise manipulation. Aussi, l'échantillon a pu être traité de façon inadéquate ou mal étiqueté au laboratoire lors de sa réception. Donc, tous ces différents points-là doivent être vérifiés au niveau du laboratoire pour savoir la cause du problème posé par l'évaluation externe de la qualité. À la phase analytique, le matériel d'EQ peut présenter un effet de matrice, on l'a vu tout à l'heure, sur le système d'analyse utilisé par le laboratoire participant. L'effet de matrice, donc, c'est l'influence que peuvent avoir les composés chimiques qui sont dans l'environnement de la réaction. Les sources possibles de problèmes à la phase analytique sont les réactifs, les instruments, la méthode d'analyse, les calibrations et les calculs. Ces domaines doivent être investigués pour déterminer si l'erreur est une erreur aléatoire ou alors c'est une erreur systématique qui est liée à un mauvais fonctionnement du système. Enfin, la compétence du personnel devra être aussi considérée et évaluée à la phase analytique, puisque c'est ce personnel-là qui va utiliser les équipements du laboratoire pour permettre de sortir les résultats. À la phase post-analytique, la formulation du compte rendu peut être confuse. L'interprétation des résultats peut être incorrecte. Les fautes de copie et de transcription peuvent être source d'erreur. Une mauvaise saisie des données par le fournisseur aussi peut entraîner des erreurs dans la phase post-analytique.
Donc, il va falloir regarder tout ça pour pouvoir trouver la solution à un problème posé par une évaluation externe de la qualité. Un des points importants, donc, c'est que l'évaluation externe de la qualité devrait conduire à des actions, puisque l'évaluation externe de la qualité permet d'identifier les problèmes qui se posent dans un laboratoire, et cette identification-là doit entraîner la mise en place d'actions correctives. Sinon, elle ne sert à rien. En résumé, et aussi à voie de conclusion, nous pouvons dire que l'évaluation externe de la qualité est un système utilisé pour vérifier objectivement les performances d'un laboratoire en utilisant une agence ou des installations externes. Tous les laboratoires devraient participer à une évaluation externe de la qualité, même lorsqu'ils ne sont pas, ils ne postulent pas à une accréditation. Il existe plusieurs méthodes pour conduire une évaluation externe de la qualité. Nous l'avons vu. Les tests de capacité sont les plus utilisés, mais aussi le contrôle, la relecture et l'évaluation sur site. Les échantillons d'évaluation externe de la qualité doivent être traités comme ceux des patients qui viennent régulièrement dans le laboratoire. Enfin, comme message clé, nous dirons que l'évaluation externe de la qualité, utilisant des ressources précieuses, il faut utiliser au mieux les résultats de cette évaluation. L'évaluation externe de la qualité ne devrait pas être une punition. Elle devait plutôt être vue comme un outil d'amélioration du laboratoire. Et donc, c'est un des éléments critiques du système de gestion de la qualité, tout comme nous l'avons vu aussi, l'audit est un élément critique du système de gestion de la qualité. Nous vous remercions de votre attention. Thank you so much, Diomande. We're going to end it now. Thanks.